Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Je vous propose ce soir de revenir sur cette histoire, plusieurs fois millénaire, de la région de Mascara. Mascara qui a incarné pendant des siècles la résistance. Résistance qui est inscrite même dans le toponyme de cette région importante, une région qui a résisté à toutes les occupations espagnoles, romaines avant, et puis la résistance contre le colonialisme français avec cette figure emblématique, le fondateur de l'État algérien moderne, l'émir Abdelkader. Nous allons également aborder la révolte de 1914 des jeunes de Mascara qui ont décidé de dire non ouvertement à l'administration coloniale qui voulait en faire des chairs à canon pendant la Première Guerre mondiale. Pour revenir donc sur cette histoire plusieurs fois millénaire de Mascara, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Belkacem Mokhtar Hadjaïl, chercheur en histoire et auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur l'histoire de cette ville. Monsieur Belkacem Mokhtar Hadjaïl, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir, Saarab. Quand on parle de Mascara, Mascara est considéré comme l'un des berceaux de l'humanité, n'est-ce pas? Exactement. Si vous permettez, avant d'aborder le sujet, j'aimerais vous remercier Canal Algérie pour avoir programmé cette émission concernée exclusivement à Mascara. Je préfère utiliser le mot Mascara plutôt que Mascara. Et bien sûr, je vous remercie pour l'invitation qui m'a été faite afin d'y participer. Bien sûr aussi, j'adresse un chaleureux bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Voilà, maintenant. Alors, voilà, donc revenir à Mascara, berceau de l'humanité, l'un des berceaux de l'humanité. Oui. En fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était le premier berceau de l'humanité en Afrique du Nord. Oui. La Ouellet de Sétif nous a enlevé cette palme après la découverte de restes d'ossements humains qui remontent à plus de 2 millions d'années. Exactement 2 400 000 années. Mascara, effectivement, la Ouellet de Mascara est connue pour être donc maintenant le deuxième berceau de l'humanité en Afrique du Nord, suite à des découvertes qui avaient été faites dans les années 50 pratiquement, principalement. Donc on mérite ce titre de berceau de l'humanité, même si on lui adjoint. Et à Mascara, on a découvert des restes. C'était à Tirnif, à une vingtaine de kilomètres de Mascara. Oui. Maintenant, il y a aussi autre chose, c'est que Mascara, disons, les traces de l'homme préhistorique, on les retrouve pratiquement partout à travers le territoire de Mascara. Et concernant Mascara, ville, grâce à des découvertes qui ont été, disons, divulguées il y a 5 ans, en 2018, et là je remercie 2 chercheurs d'ici, d'Alger, n'est-ce pas, qui ont m'aider à écrire un ouvrage justement sur la préhistoire de Mascara. C'est tout un site qui avait été découvert dans les années 50. Et les résultats de ces découvertes sont restés, disons, tus jusqu'à l'année 2018. Et là, j'ai toutes les données concernant la situation. Alors, on dit que le toponyme Mascara était en quelque sorte prédestiné parce qu'il signifiait, notamment en arabe, cette notion de résistance. D'une manière générale, un toponyme n'est jamais neutre. Oui. Et généralement, à lui seul, il comporte pratiquement le concentré de l'histoire de la ville qu'il désigne. Pour le cas de Mascara, c'est peut-être beaucoup plus visible.
si je puis dire. Maaskar, c'est un mot arabe, d'origine arabe, qui fait penser immédiatement à tout ce qui est soldat, tout ce qui est militaire. Même si, dans le sens large du terme, c'est un rassemblement, c'est un campement, etc., etc. Comment est venu ce nom? Disons, les sources sont muettes à ce sujet. Maintenant, si on revient à l'époque romaine, Mascara était considérée comme une ville romaine qui portait le nom Victoria. Et elle avait le statut de présidium et d'opitum qui signifie, dans le sens littéral des termes, signifie exactement campement, garnison, place forte militaire. Donc de là à dire que le nom Maaskar est la traduction de ce que les Arabes avaient, disons, pourquoi ils avaient nommé la ville Maaskar. Ils nommaient généralement, moi c'est pas comme les Européens, comme les Romains ou les Français qui donnaient les noms de leurs saints, de leurs personnages illustres, etc., aux villes qu'ils occupaient. Les Arabes, non. Ils nommaient les villes en fonction de ce qui les caractérisait. Donc c'est une forteresse, c'est dans le sens forteresse. Voilà. Donc pour Maaskara, pour la wilaya de Maaskar, moi je citerai deux exemples. Par exemple, Benyen, elle a été appelée Benyen. Pourquoi? Parce qu'il y avait des constructions en dur, d'anciennes cités amazighes, puis romaines. À Maaskar, moi j'ai facilement fait le saut, parce que la traduction et le sens exact du mot Maaskar, ainsi que présidium ou oppidum, sont exactement pareils. Voilà. Le mot a évolué. Le premier nom qui est apparu dès le 6e siècle, le 6e bonne mémoire, c'était avec l'article L. El Mu'askar. Par la suite, l'article a disparu. Là aussi, les sources sont muettes, mais je suppose qu'il y a eu un problème peut-être d'ordre grammatical, vu que dans la langue turque, à part quelques exceptions près, ils n'utilisent pas l'article. Donc, Maaskar. Bon, Maaskar, l'histoire de Maaskar s'écrit bien sûr en arabe, en amazigh, mais elle s'écrit également dans toutes les autres langues. Je dis bien toutes les autres langues. Concernant sa transcription, parce qu'il y a eu transcription du nom Maaskar dans différentes langues, en caractère latin. Bon, tout le monde sait que les langues diffèrent, sur le plan phonétique, sur le plan graphique, etc., etc. Et il faut reconnaître que c'est un exercice difficile. Pour ce qui est de Maaskar, le nom arabe, j'ai recensé exactement 24 formes de transcription. Pour le seul nom Maaskar. 24 formes de transcription qui se ressemblent plus ou moins. Dont quelques-unes, 6 ou 7, qui, malgré tout, malgré les difficultés de transcription, se rapprochaient tout au moins phonétiquement du nom d'origine arabe. Maaskara faisait partie de ces formes. Mais force est de constater que, ni sur le plan phonétique, d'abord, elle est loin de Maaskar. De Maaskar à Maaskara, il y a une grande différence. Mais le problème, c'est surtout sur le plan symbolique, sur le plan des valeurs que véhicule un toponyme, et en particulier le toponyme Maaskar. Quand on dit Maaskar, pour les Algériens d'une manière générale, ils pensent immédiatement à l'émirat de Qadr, avec ce que là suppose comme résistance, etc. Quand on dit Maaskar, on pense exactement au côté religieux, également, qui caractérise la ville et la région de Maaskar. Maaskar, non, excepté les Algériens. Pour les autres qui ignorent l'Algérie et qui ignorent l'histoire de l'Algérie,
Mascara ne peut en aucun cas, le mot mascara, cette forme mascara ne peut en aucun cas rappeler toutes ces valeurs que je viens de citer précédemment. Je m'excuse, mais généralement, mascara, il fait penser à un cosmétique. Oui, oui. Elle fait penser à un patronyme chrétien. Et elle fait penser surtout à l'un des interdits de l'islam, qui est le vin. Hashakum wa hasha, aqdarkum. Et moi, ce qui me désole à chaque fois, c'est que même la publicité, concernant justement cette matière, alors, d'un côté, vous avez le nom mascara, et à côté, vous avez une mosquée avec un minaret qui pointe bien haut son ciel. Pointe bien haut son minaret vers le ciel. Je ne vous cache pas que ça me désole de cette association parvenu à pareil. Oxymorique, comme on l'appelle. Voilà. Bon. Mais plus grave encore, nous avons des auteurs moyen-orientaux qui s'expriment et qui écrivent en arabe et qui se basent sur des ouvrages écrits en français ou en anglais ou en espagnol ou en italien et sur lesquels figure le mot mascara. Alors eux, ils font une transcription inverse, c'est-à-dire qu'ils transcrivent le mot mascara qu'ils rencontrent dans les ouvrages, dans les sources qu'ils consultent, ils le transcrivent en arabe. Alors c'est très simple, on ne retrouve jamais mascara. C'est mascara, sous différentes formes, mascara, etc. etc. Ouais. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours milité, je milite encore, pour que, mascara, au lieu soit de dire mascara, voilà. Eh bien on dit moascar, ouais. Parce qu'au moins, sur le plan phonétique, ça se rapproche, et puis sur le plan symbolique, ça ne touche pas à ce qui fait la distinction de la ville et de son nom, et du nom qu'elle porte. Alors donc, j'aimerais aborder avec vous tout d'abord l'époque antique, c'est-à-dire l'époque romaine, où à l'époque c'était pratiquement la limite du limès. Mascara, c'était un poste avancé. Oui. Des garnisons romaines. Pour ce qui est de, compte tenu du fait que la présence humaine dans la wilaya remonte à la préhistoire, oui. Inévitablement, il est arrivé un jour où les Romains sont parvenus jusqu'à l'ouest du pays et ils ont occupé pas mal de cités. Ouais. Je citerai pratiquement certaines dont il reste encore trace. Je citerai Fia, oui. Hein, la ville de Bouhnefia, Akwaï et Sirenses. Je citerai Benian, oui. Dont on va peut-être parler exactement, oui. Tout à l'heure. Donc il y a énormément de villes. Nous avons Sig, Tazakora, oui. Nous avons Mohammedia, Castranova, oui. Que certains, ce nom Castranova, certains pensent que c'est celui de Mascara. Non, ce n'est pas celui de Mascar. Mascar, c'est Victoria. Bon, bien sûr, les Romains, comme c'est comme font tout occupant, ou comme fait tout occupant, la première des choses, c'est d'installer des garnisons militaires. Oui, oui. Bien sûr, tout le monde sait à quoi ça sert, ces garnisons militaires, pour maintenir leur présence, pour assurer leur sécurité, et bien sûr, intervenir et opprimer toute velléité de constater, toute velléité de contester leur présence. Nous avons partout, là où c'était, à Sig, à Bouhnefia, à Benian. À Benian, justement, ce site qui est important. Il y avait des garnisons militaires. Oui. Donc, nous avons une preuve matérielle, et écrite également, oui. Non seulement de leur présence, mais aussi, disons, des effets de leur occupation. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Les populations à l'époque avaient à faire face à deux situations. Oui. Ils avaient à faire face d'abord à l'occupation romaine,
mais également à l'Église chrétienne catholique. Et les deux se sont alliés. Donc ça, c'est les premiers siècles. Voilà. Bon, c'est dans ce cadre-là qu'il y avait des combats, il y avait des batailles, les gens refusaient, et les uns et l'autre. Ils refusaient l'occupation romaine et refusaient également, disons, d'être convertis au christianisme. Alors, à l'époque romaine, il y avait dans le sud de Bnienne une mine. C'était ça. D'ailleurs, vous avez retrouvé les traces de... Oui. Bnienne n'est pas une ville de construction romaine, oui. Mais elle existait bien avant qu'il ne s'y établisse. Et son nom, il est écrit Tigit, T-I-G-I-T. Ouais. Mais la prononciation, c'est Tigit. Tigit. Voilà. Et là, nous avons, peut-être que c'est la première femme martyre de l'Algérie qui existait de l'Antiquité à l'époque, oui. Et qui a été justement tuée dans un des combats ou des batailles qui ont opposé habitants autochtones et garnison l'occupation romaine alliée à l'Église catholique romaine et qui porte le nom de Roba. Les Français ne nous ont pas volé que la terre. Nous ont tout volé, même notre mémoire, puisque la seule pièce qui confirme le martyre de Roba se trouve au musée du Louvre en France. Mais n'empêche qu'elle existe. Elle existe, oui. Voilà, nous avons ces photos, nous avons également de l'écrit. Concernant l'épitaphe Taha, c'est une petite épitaphe où il n'y a pas beaucoup pas trop de noms, mais qui est là. Le nom de Tigit de Roba, qui prouve que la résistance du peuple algérien n'est pas nouvelle. Alors, les premières résistances remontent à l'époque également, donc au XVIIIe siècle, avec l'occupation espagnole. Oui, chef, si vous permettez, avoir l'émotion avec laquelle nous assistons à ce qui se passe, en particulier en Palestine, et les crimes dont le peuple palestinien fait l'objet, Wallahi al-Azim, il a de quoi être fier d'être algérien. Sincèrement, pas des mots en l'air. Pourquoi fier d'être algérien? Une des raisons les plus importantes, c'est le mot liberté que le peuple algérien adore. Et il l'a montré à travers les siècles, à travers les générations. Qui dit liberté, dit automatiquement résistance quand celle-ci est menacée, mise à mal ou, plus grave encore, spoliée. Notre histoire est riche. Et quand on dit liberté, pas seulement la sienne, pas seulement la liberté du peuple algérien, mais même celle des autres qui sont également dans la liberté est menacée encore une fois, comme c'est le cas en Palestine, comme c'est le cas en République arabe sahraoui. On a ceci en Algérie, c'est que du nord au sud, d'est en ouest, toutes les régions d'Algérie ont un riche palmarès en ce qui concerne la résistance. La résistance, voilà. Maaskar, bien sûr, région d'Algérie, est concernée. Elle a la chance d'être ce soir l'objet justement de cette émission. Alors, nous sommes donc au début du XVIIIe siècle, donc il va y avoir ces premières résistances contre les Espagnols. Bon, vous savez, les Espagnols, je vous dirais une chose, la Wilaya de Mascara a participé même à la libération d'Alger.
D'Alger, oui. Bon, mais je ne vais pas en discuter. On va parler surtout des libérations d'Oran. Oui. Les Espagnols étaient à Oran dès le début du XVIIe siècle. Du XVIIe siècle, exactement. Ils ont d'abord occupé Mars el-Kébir et puis Oran. D'Oran à Mascara, à Ouamaskar, c'est tout un chemin. Ouais. Ce chemin, ils l'ont fait. Malheureusement, pas pour le bien des populations, mais ils ont commis bien des crimes. En passant par Sig, par exemple, le village de Maaskar, et ils ont brûlé le village d'El-Kurt. Ouais. Ils ont même brûlé Mascara. Pire encore, ils avaient exigé que la population elle-même brûle Mascara. Là, ils venaient de subir une défaite à plate couture dans leur projet d'occuper Mostaganem, la ville de Mstan. Et puis, au retour, ils sont passés par Mascara, mais ils ont obligé les habitants à la brûler. Ils sont même dépassés Maaskar, Frouha, Haris. Ils sont même parvenus jusqu'à Nesmod. Donc il y avait tout pour que les habitants de la région, bien sûr, se mobilisent. Et ils se sont bien mobilisés. Alors ils se sont mobilisés doublement. Donc une première fois pour libérer Mascara. Non. Non, là, à l'époque, ils n'avaient ni les moyens, etc., etc. Mais là où ça s'est manifesté vraiment, c'est après que le siège du beylik de l'Ouest a été fixé au début du XVIIIe siècle, vers 1708. 1701, il était fixé à Maaskar. C'est là que vraiment, donc c'était le bey Bouchlaram. En 1708, donc, ils avaient programmé et tenté et réussi à libérer une première fois Oran. Sauf que, quelques dizaines d'années après, les Espagnols reviennent en force. Les Espagnols sont arrivés à reprendre ce qu'ils avaient perdu en 1708, une trentaine d'années après. Bon, l'histoire s'accélère bien sûr. À la fin du siècle, c'est-à-dire du 18e, il va y avoir... C'est un autre bey, le bey Mohamed ibn Ousmane, qui a fini par prendre, après justement la libération d'Oran, le nom de Mohamed el-Kébir. Et il est beaucoup plus connu comme étant Mohamed el-Kébir que Yanni sous une autre appellation. Et là, c'était toutes les régions, toutes les villes de l'Ouest, du beylik de l'Ouest, qui s'étaient réunis, rassemblés, Maaskar, place forte, donc le rassemblement, et de là, ils avaient fait les préparatifs pour tenter de relibérer Oran. Et bien sûr, ce n'était pas facile, ça a pris du temps, matériel, préparer même la route, parce que là, il fallait préparer la route pour le déplacement des chariots et des fûts de canons, etc., etc., etc. Et ils sont parvenus, Dieu merci, à libérer Oran. En 1791. En 1791, vers la fin de l'année, mais pour certaines raisons, ils avaient permis à l'Espagne de rester encore un peu jusqu'en février. C'est en février exactement que Mohamed el-Kébir est rentré à Oran. Bon, là, il faut replacer les choses dans leur contexte. Cette guerre qui opposait les Algériens aux Espagnols n'était pas seulement une guerre d'occupation, une guerre coloniale. Mais c'était une véritable guerre de religion. L'enjeu, c'était également la Méditerranée. La chrétienté contre l'islam. Donc vous imaginez un peu la joie du peuple à l'époque. C'est la victoire de l'islam sur la chrétienté. Il y avait cette liesse, suite donc
cette seconde libération de la ville d'Oran en 1791, une liesse vraiment populaire, mais cette résistance a été marquée par la participation massive de ce qu'on appelle l'élite de l'époque, n'est-ce pas? Exactement. Donc, c'était tous les étudiants de l'époque, Tolba. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont connus. Tolba, les ouvrages qui portent sur le sujet. Jish Tolba, l'armée des étudiants. Mais pas que, puisqu'ils étaient encadrés par leurs professeurs, qui étaient, pas pour la plupart, mais tous, c'était des hommes de religion, n'est-ce pas? Et là, bien sûr, il n'y avait pas uniquement que Mascara. Il y avait Mascara, bien sûr, mais il y avait tous ceux, c'est toute une campagne de recrutement pratiquement qui s'était engagée, qu'avait engagé le Bey Mohamed El-Kbir pour rassembler tous ces gens-là. Et là, il y a trace, c'est Abiras Nasseri, je vous lis la traduction de ce qu'il a écrit. Ça fait plaisir. Bien sûr. Parce qu'on a tendance à croire que les étudiants, et la guerre, etc., etc. Hein. Là, non. Je vous lis, je cite, « Les talibs s'illustrèrent au siège d'Oran par des actes surprenants d'héroïsme, des traits d'audace inouïs, une patience peu commune. Il semblait se jouer des plus grandes difficultés. Jamais on ne les vit fuir l'ennemi ou trembler aux détonations de la bombe. » Ça s'est passé il y a des siècles. Donc ils se sont engagés corps et âme. Corps et âme. Voilà. Bon, là, j'ouvre une parenthèse un peu et je saute un peu, parce que cet exemple a été réédité lors de la guerre de libération nationale, à Mascar. Suite à l'appel à la grève lancé en 1956, n'est-ce pas? C'était pas uniquement à Mascar. Donc c'était pratiquement, on peut dire pratiquement tous les étudiants, parce qu'ils se comptaient sur les doigts d'une seule main à l'époque. Les étudiants et les lycéens. Voilà, ils avaient abandonné les bancs des universités, pour certains les bancs des lycées, pour rejoindre les rangs de l'armée de libération. Révolution. Mais avant, donc j'aimerais maintenant revenir à une deuxième résistance, donc qui a marqué l'histoire de Mascara, c'est la résistance de l'Émir Abdelkader, donc après l'occupation française en 1830. Ok, mon ami. Bon, ce qui est de la résistance, encore une fois, quand on prononce le mot Mascar, on pense immédiatement à l'Émir Abdelkader. Tant l'Émir Abdelkader a marqué d'un soin indélébile, disons, non seulement l'histoire de Mascar, non seulement de Mascar, mais l'histoire de l'Algérie. Voilà, mais c'est l'histoire d'Algérie. Vraiment, encore une fois, merci pour cette émission. Qui coïncide heureusement avec la célébration du 191e anniversaire de ce qu'on appelle El Moubaya, l'allégeance à l'émir Abdelkader. C'était exactement le 27 novembre 1832. Et on peut considérer que cette allégeance, cette Moubaya, était le premier acte fondateur de l'État algérien. Pourquoi le premier acte fondateur? Encore une fois, l'Algérie s'est trouvée confrontée subitement à une agression, celle de la France coloniale, qui a envahi, non seulement elle a envahi le pays, mais également occupé le pays. Aussitôt que l'information était parvenue à l'époque dans la région, l'étendard du djihad et de la résistance avait été levé précisément à El Guetana par le père de l'Émir Abdelkader.
Pourquoi je dis djihad? Parce que c'était, qu'on le veuille ou pas, également une guerre de la chrétienté contre l'islam. Et à l'époque, compte tenu de ce qui prévalait à l'époque, peut-être que le seul mot qui pouvait remuer et faire bouger les gens, c'était le mot djihad. Le mot djihad, oui. Donc l'étendard du djihad a été levé. Pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'étendre, le flambeau a été repris par l'émir Abdelkader. Et c'est au cours de cette Moubaïa du 27 novembre 1832 que non seulement il avait été intronisé comme émir, mais aussi comme chef de la résistance. Oui. Quoique les manifestations de cette résistance ne sont, même avant, s'étaient manifestées. Une chose importante qu'on oublie quelquefois quand on parle de l'émir Abdelkader, quand on voit ces images, ces photos, on voit une personnalité avec sa barbe, âgée, etc., etc., etc. Il avait dans les 24 ans, pas plus. 24 ans, oui, oui. Il est supposé être né en 1808. Oui. 1832, 1830, 1832. 24 ans. Il y a 24 ans. Oui. Disons qu'il avait 25. Supposons qu'il en avait 30. Oui. Vous imaginez un jeune homme, et c'est ça son génie, qui devient chef d'une résistance contre qui? Pas contre un groupe, mais contre une puissance. Ah, c'était déjà avec tout ce dont il disposait comme moyens humains et matériels. Il ne faut pas oublier que l'émir Abdelkader, c'est vrai, c'était un guerrier, mais il n'est pas sorti d'une école militaire. Oui. Mais il avait à faire face à des dizaines et des dizaines de maréchaux, les maréchaux ils n'étaient pas nombreux, mais à des dizaines de généraux, qui étaient sortis des écoles les plus illustres. Et il est parvenu à tenir tête contre eux pratiquement près de 20 ans. Voilà donc ce qu'il faut. Alors la symbolique de la Moubaïa, parce que c'est important, la symbolique de cette Moubaïa, l'émir qui était jeune, il avait réclamé dès le début pour accepter donc de mener, d'être le meneur des hommes et le meneur de cette résistance. Il avait exigé, c'est tout ce qu'il avait exigé des tribus, de toutes les tribus de l'Ouest, pour commencer, n'est-ce pas? Oui, là, toutes les tribus de l'Ouest s'étaient ralliées à lui. Oui. Et il y a eu la symbolique également, disons, du lieu où s'est déroulée cette allégeance. Oui. Hein, le Marofa, Dardara, c'est dans la région de Ris, à moins de 20 km de Mascar. Et c'est là qu'il a été reconnu. Encore une fois, non seulement comme... Alors il y avait une première Moubaïa donc à Ris. Voilà. Il va y avoir une deuxième dans la mosquée de la Moubaïa, donc au cœur même de la ville. Voilà, exactement. Il va y avoir, quelques mois après, la deuxième Moubaïa, qui avait exactement pratiquement le même but, le même objectif. Mais disons que là, ça a pris, disons, ceux qui n'avaient pas participé à la première ont eu la possibilité de participer à la seconde, et ça a renforcé les rangs de la résistance. Elle s'est déroulée exactement dans une mosquée qui porte actuellement le nom de la mosquée de la Moubaïa. Là, j'ouvre une parenthèse. Oui. Cette mosquée avait son caractère tellement symbolique que la première chose à laquelle s'était attaqué le corps expéditionnaire français quand il est parvenu à Mascara, ça a été la mosquée d'Al-Moubaïa. Oui. C'est la première des choses. Oui. Bon, on va en parler tout à l'heure. Et puis la deuxième des choses qui est plus grave encore, c'est dès qu'ils sont occupés Mascara en 1841, la première des choses qu'ils avaient faites, c'est de transformer la mosquée symbole de la résistance de l'émir Abdelkader, de transformer cette
mosquée, bon, la gestion des filles, en magasin à grains. Ouais. Et elle est restée telle que, à usage militaire pour leurs animaux, il y a des années et des années et des années. Justement, donc, après la Moubaïa, l'Émir était pratiquement prêt, parce qu'il avait senti une préparation donc, de la part de l'armée française à l'époque qui voulait occuper Mascara. Voilà, exactement. Bon, Mascar, compte tenu de son histoire, oui. Compte tenu de son histoire, tout à l'heure j'avais dit que son histoire se conjuguait dans toutes les langues. Ouais. Bien sûr, elle se conjugue également en français. Il y a énormément de traductions des ouvrages arabes qui traitent de Mascara et ça a permis donc aux Français de connaître Mascara bien avant qu'ils ne viennent à Mascara. Ils en avaient une idée. La preuve, c'est qu'elle figure parmi les rares villes sur la carte qu'ils avaient préparée avant d'envahir l'Algérie. Mascara était l'une des rares villes. Bien sûr, les Français, la nouvelle de l'étendard de la résistance qui avait été levé à Mascar leur était parvenue. Donc automatiquement, Mascar et son chef, son émir, devenaient une cible prioritaire qu'il fallait abattre à tout prix. Et c'est dans ce cadre-là que les préparatifs ont commencé pour une tentative d'occupation. Voilà, pour occuper Mascar. L'émir Abdelkader avait également, de la même que les Français avaient leur, disons, le biya avec eux, l'émir Abdelkader avait également ses informateurs dans les rangs français. Oui. La première tentative d'occupation de Mascar s'est déroulée au mois de juin 1835. Oui. Au mois de juin 1835, l'émir Abdelkader, la nouvelle lui est parvenue que les Français allaient prendre la route, etc. Alors là, c'est très simple. Il les a précédés. Il n'a pas attendu qu'ils arrivent à Mascara. C'est en route qu'il les a stoppés, exactement à Al-Maqta'. Al-Maqta', oui. C'est entre Mascar et Erziou. Et là, je crois que dans les annales de l'histoire coloniale française, c'est peut-être la bataille la plus cuisante que les hordes militaires françaises. La défaite, vous voulez dire que la plus cuisante. Oui. La défaite la plus cuisante que les hordes militaires françaises avaient connue. Puisque peu de temps après, le général qui commandait les troupes avait été remplacé par un autre. Et donc, la première tentative avait C'était par un échec cinglant. Voilà. Un échec cuisant. Ça, c'est pas moi qui le dis, là. J'ai disons, des témoignages de ceux qui ont participé. C'est l'une des plus grandes batailles de l'émir. Et c'était sa première bataille qu'il avait gagnée. Voilà. Enfin, c'est la première des grandes batailles. Des grandes batailles. Voilà. Parce qu'il faut oublier qu'il y en avait eu auparavant à Garganta, à Oran, etc. Bon. Plus tard. Alors, le premier souci, il y avait deux objectifs. Il fallait venger l'affront. Maintenant, ce n'était plus une question d'occuper la ville, mais aussi il y avait à venger un affront. La France, bien sûr, avait considéré que c'était un affront comme jamais elle n'en avait connu. Elle n'a pas mis longtemps à essayer une deuxième fois d'occuper Mascara et de mettre fin à la puissance de l'émir Abdelkader. D'ailleurs, le général Clausel, le maréchal Clausel, c'est ce qu'il avait déclaré avant même d'entamer son expédition. Il avait dit exactement que notre but, notre souci, c'est d'occuper Mascara et de mettre fin à la puissance de Mascara. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va comprendre pourquoi
Ça n'a pas échoué. Bref, donc ils ont pris la route. Là, il y a un point important sur lequel je dois insister, sur lequel il faut souligner. Alors là, c'est très simple. Ils avaient fait appel à des renforts venus de France. Et l'effectif global des forces armées, toutes armes confondues, était pratiquement le quart de celui qui avait servi à envahir l'Algérie. C'était des milliers d'hommes. C'était pratiquement une douzaine de milliers d'hommes. C'était des brigades entières. Il y avait exactement 5 brigades. Et on sait ce que c'est une brigade, etc., etc. Bon, ils sont parvenus à Mascara. L'émir Abdelkader avait pris la précaution d'évacuer la ville. Vous direz pourquoi? Là, c'est 6 mois après. Hein. Donc, oui, exactement décembre 1935. Voilà, le mois de décembre, exactement le 6 décembre 1895, ils sont rentrés à Mascara. Mascara, ses ennemis, son ennemi, qui était la France, reconnaît une chose, c'est que c'était un fin stratège. Il choisissait le moment, et il choisissait le lieu, et il choisissait la méthode. Bien sûr, les forces qu'il avait, comparées à celles de l'agresseur, étaient bien moindres. Donc une bataille frontale aurait mené un résultat catastrophique. Donc qu'est-ce qu'il a préféré? Ça a été le harcèlement. Et ce harcèlement, parce qu'il est important d'en parler, a eu des effets plus que néfastes pour l'expédition française. À commencer par la résistance qu'ils avaient rencontrée dans les environs de Signes. Et Signes, aussi bien durant l'époque espagnole que du temps de l'occupation française, il faut reconnaître que la population de Signes a joué un très très grand rôle dans le domaine de la résistance. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'émir avait ses informateurs. Alors, parmi ceux qui étaient au sein des troupes françaises. Voilà, je dis ça et je termine. Oui. C'est que Clausel n'était pas seul. Il avait avec lui le fils du roi de France, le duc d'Orléans. Vous savez qu'il a failli être enlevé. Les informateurs qu'il avait lui ont indiqué où il était, etc. Et il avait failli être enlevé. Bon, il n'a pas été enlevé, mais il a été blessé, et sérieusement blessé. Même les sources françaises ont tendance un peu à minimiser le genre de blessure. Là, je ne peux pas dire comment exactement ça s'est passé, mais disons, il a été sérieusement blessé au point que il avait été évacué en France après être arrivé à Mascara. Donc ils arrivent à Mascara. L'émir vide la ville de ses habitants. Il rentre en ville. Une armée qui a subi, ils ont subi des pertes, pour arriver jusqu'à Mascara, parce que la route est longue. Oui. Ils sont partis le 26 novembre d'Oran, ils sont arrivés à Mascara le 6 décembre, donc ça fait une quinzaine de jours de marche. La logique, c'est que l'armée devait se reposer, les blessés, être soignés, etc., etc. 2 jours après, il a été obligé de quitter la ville. Mais avant de la quitter, ils avaient tout détruit. Tout ce qui pouvait être détruit l'a été. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce que, même dans le droit des gens de l'époque, c'était des actes barbares qui étaient... il était impensable qu'ils puissent être exécutés. Et il a brûlé la ville. La ville, il l'a brûlée.
le matin du 9 décembre 1835. Et quand on parle de miracle, les miracles existent. Ouais. Et là, ce n'est pas les versions, notre version, non. C'est la version des ennemis, oui, et qui sont restés bouche bée, ébahis. C'est qu'après avoir incendié la ville, aussitôt, après qu'ils soient sortis, une pluie incroyable s'est abattue et elle a éteint le brasier. Au point qu'ils ont dit, là je reprends les témoignages qu'ils ont dit, même Dieu est avec eux. Voilà. Et la deuxième tentative, donc, a échoué autant que la première. Et bon, là, si je dois raconter les conditions dans lesquelles... Mais la ville finira par tomber. Bon, moi j'ai tous les plans, etc., les itinéraires, les pertes, etc. Wallahi d'or. Après, la ville finira par tomber. Alors maintenant, ils ont changé de route. Au retour, ils ont changé de route. Oui. Au lieu de partir sur Oran, ils sont partis sur Mostaganem pour éviter aussi la traversée d'Ibn Chougaran. Parce que les routes ne sont pas ce qu'elles sont actuellement. Exactement. Par exemple, Maskar, vous êtes venu, la route de Sig, plutôt de Hassin à Maskar n'existait pas. C'est tout un détour qu'il fallait faire. Et là, une occasion pour d'Ibn Chougaran. Oui. On en a voilà, donc vous tendez la perche pour justement finir cette première émission consacrée à l'histoire de Mascara sur cette révolte qui a marqué le début du XXe siècle, avec cette révolte des jeunes de Mascara. Bon, moi, j'ouvre une petite parenthèse, c'est que la France a dû attendre des années, et avec de 35 à 41, pour enfin pouvoir occuper Mascara. Ouais. Voilà. Bon, là, effectivement, la résistance n'a jamais cessé. Les Algériens n'ont jamais renoncé, en tout cas. Voilà, barakallah. 1914, c'est une manifestation particulière qui avait eu lieu. Elle était unique, oui, à travers le territoire national. Vous savez que c'était la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et les Français se sont aperçus que les Algériens n'étaient pas seulement des sujets. Ouais. Ils ont dit que c'était également des citoyens français, et qu'ils devaient également verser le tribut du sang, c'est-à-dire se mobiliser pour défendre la patrie, pour utiliser leur sémantique. Ouais. Donc c'est toute une panoplie de textes qui est sortie par lesquels les Algériens devaient s'engager pour 3 ans. À l'époque, c'était 3 ans. Le cynisme des Français. Et c'était un honneur qu'ils faisaient aux Algériens. Pour les bienfaits de la France, enfin bien sûr là c'est leur vocabulaire. Bon, bien sûr, le peuple algérien n'était pas dupe. Inch'Allah, on en reparlera par la suite. Ouais. Là, ils avaient nettement refusé. Nettement refusé. Et le mois d'août, donc, il y a eu répression, il y a eu, comme toujours, quand on conteste l'autorité française et quand on conteste tout ce qu'il a représenté. La conscription obligatoire, donc. Donc là, c'était répression, tuerie, incendie. Donc cette révolte des Beni Chougran, qui a été initiée par les jeunes qui refusaient d'aller servir de chair à canon et qui a été appuyée par leurs parents. Ah oui. Bon. Donc elle va pratiquement du mois de juin 1914 jusqu'au mois d'octobre, n'est-ce pas? Ah oui. Bon, ce qui caractérise notre société, même aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, c'est le respect qu'on doit à nos parents. C'est-à-dire que quand le père
dit quelque chose, nul ne conteste. Même dans les grandes familles, c'est encore valable. Donc imaginez un peu en 1914 ce qui prévalait dans la société, les valeurs dont ils se distinguaient, etc., etc. Et une chose aussi, c'est la maturité des jeunes de l'époque, qui n'ignoraient pas ce qu'était véritablement la colonisation et ce qu'était le colonialisme français. Bon, bien sûr, c'est certainement sur incitation et instigation de leurs parents, c'était évident. Oui. Ça, c'est évident. Ils ne pouvaient rien faire sans l'assentiment de leurs parents. Donc, là, ceux qui n'ont pas été tués, bon, d'autres ont été prisonniers et jugés, entre guillemets. On imagine un peu ce qu'était la justice française. Il n'y a qu'à prendre, par exemple, la justice du temps de la guerre de libération nationale. Ils ont été envoyés, pas en prison, et pas n'importe quelle prison. Ils ont été envoyés à des milliers de kilomètres dans les camps, dans les bagnes de Nouvelle-Calédonie et de Cayenne. Et pour rappel, cette révolte, les préparatifs de cette révolte se sont déroulés dans la région de Ris. Exactement. C'était pas à Beni Chougran, mais c'est symboliquement. Donc, c'est un hommage à l'émir, encore une fois. Oui. Justement, la question m'a été posée, à laquelle je n'avais pas, disons, d'éléments matériels pour y répondre, donc on ne peut que faire des suppositions. Les préparatifs s'étaient déroulés effectivement dans les environs de Ris, à Sidi Mohamed Ben Yahya, qui n'est pas très loin de Ris. Et là, c'était toutes les tribus de la région de Beni Chougran qui s'étaient réunies pour faire face justement à cette décision d'incorporer de force leurs enfants. Voilà. La seule raison plausible, c'est peut-être la référence à l'émir Abdelkader. Parce que c'est de la région de Ris, l'arbre de qui était parti. La résistance. Voilà. Donc une résistance, monsieur Prince Mokhtar Hadjaïl, qui ne va pas s'essouffler jusqu'à l'indépendance. Elle ne s'arrêtera pas. Jusqu'au mouvement national, puis à la guerre de libération nationale. Donc la semaine prochaine, nous allons revenir ensemble sur Mascara et la guerre de libération nationale. Donc je vous remercie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour aborder cet aspect de l'histoire de Mouaskar, comme vous aimez l'appeler. Je tiens à remercier l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Et je remercie également tous ceux qui nous ont suivis ce soir.